Bonjour Vincent, Bonjour Franck. un immense merci pour ton temps. Merci pour cette petite interview. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Écoute, avec grand plaisir. Donc je m'appelle Vincent, Vincent Follet. Euh, quoi dire, j'ai 47 ans, j'ai trois enfants. Euh, et donc je crois que si je suis ici, c'est aussi parce que je suis, on va dire, instructeur ou animateur de programme résilience pour Carouna Chechenne. Euh, voilà, et je suis aussi éducateur depuis 20 ans, travailleur social, donc suite à une reconversion professionnelle. Donc j'ai une formation d'ingénieur et j'ai exercé quelques années, pas très longtemps, 4 5 ans. Et puis je me suis reconverti. Je faisais beaucoup de bénévolat en parallèle et donc je me suis vraiment dit que c'était ce qui me plaisait. Et, et donc j'ai changé de carrière professionnelle, si on peut dire. Donc d'ingénieur à travailleur social. Exactement, d'ingénieur à travers social. Et je n'ai jamais regretté mon choix, c'est vraiment un boulot qui me passionne. Euh, ouais, je peux dire que j'adore mon boulot. Merci. Est-ce que tu peux nous partager certaines de tes valeurs justement qui t'accompagnent et qui t'ont donné envie de faire ce métier de travailleur social? Oui, je pense que pourquoi c'est si important pour moi, je me suis souvent posé la question. Et, euh, et principalement beaucoup pendant le confinement, puis parce que pendant le confinement, en fait, le confinement est arrivé 2 semaines après une année sabbatique que j'avais posée pour développer les programmes de méditation en prison. Et puis donc du coup, avec le confinement, tout s'est arrêté. Et donc, je me suis retrouvé un petit peu sans rien et je me suis vraiment senti dans une forme de ce que je dirais d'angoisse existentielle, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression de ne servir à rien, de perdre de sens. Voilà. Donc c'était assez violent et du coup ça m'a obligé à me poser cette question, qu'est-ce qui est si important pour moi dans mon travail? Et je crois que c'est vraiment le côté, ça donne une forme de sens à la vie, au monde dans lequel au monde dans lequel j'évolue. Ouais. Je crois que le fait de pouvoir, que chaque personne a une place, ou en tout cas de pouvoir aller prendre soin de la personne la plus éloignée, la plus isolée ou la plus de la société, moi, ça me permet en tout cas de mieux accepter le monde est injuste, certes, mais dans cette injustice, il y a moyen d'y trouver un sens et c'est le sens que j'y ai trouvé. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler de comment toi tu vois dans ton métier justement l'idée de la coopération? Alors je le disais tout à l'heure un petit peu en off. Moi j'ai beaucoup travaillé seul dans mon travail. J'ai eu une grande partie de mon activité qui était seule, surtout quand je suis intervenu en tant qu'éducateur auprès de personnes usagères de drogue en prison. Donc où je voyais personnes seules. On travaillait des projets de sortie de prison avec les personnes. Voilà. Donc il y a de la coopération entre nous. Donc pour moi, la première chose dans mon travail, la coopération, c'est la coopération, on va dire, l'équipe qu'on crée entre la personne que j'accompagne, on va dire, et moi-même. Donc c'est forcément une forme de coopération où moi je suis là au service de la personne, au service de ses projets, d'une recherche d'un mieux-être si la personne en a envie. Et donc, on va coopérer ensemble et je vais lui proposer plutôt presque de m'utiliser, de m'appuyer sur moi si elle a besoin donc de me mettre à son service. Donc ça, c'est la coopération telle que je le vois. Après, pour moi, c'était toujours hyper important de travailler. Donc, je suis à mon compte depuis un an, mais avant, j'ai toujours travaillé en association. Et ça a toujours été hyper important pour moi d'être dans une institution qui ait des valeurs qui me correspondent. Donc, par exemple, je suis resté 10 ans à l'association Gaïa Paris, parce que c'est vraiment une association dans laquelle je me suis reconnu. Donc, même si moi j'avais un poste un peu isolé par rapport au reste de l'équipe, j'aimais fonctionner dans une équipe voilà, où on avait un objectif commun, on avait des valeurs communes, on avançait ensemble. Je pense que c'est une notion en équipe, ou en tout cas, c'est une notion de valeur commune, pour moi, est assez importante pour trouver ma place, même si on peut après avoir des modes de fonctionnement très différents.
Merci. Alors, on fait cette interview aussi dans le cadre de cette campagne de fin d'année sur le thème de la coopération altruiste, où chez Karuna, on a eu le souhait de faire une petite différence entre la coopération tout court et la coopération altruiste, Hmm. dans l'idée que la coopération tout court, on peut aussi coopérer quelque part pour faire le mal ou pour détruire la planète, euh, pour être ensemble contre des gens. Donc, pour nous, c'est très important cette idée de coopération altruiste dans le sens de prendre soin que au sein d'une équipe, on puisse être bienveillants les uns envers les autres. Donc il y a vraiment cette idée-là pour nous dans la coopération altruiste. Et est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va de soi dans ce que pour toi, est-ce que pour le dire autrement, est-ce que la coopération altruiste, est-ce que c'est un pléonasme? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est deux mots qui de toute façon vont de pair, tel que toi tu l'as vécu dans les associations? Ou est-ce que dans ton expérience, tu as vu des moments où finalement c'était quand même compliqué dans les équipes, où il y avait des difficultés, où il y avait des difficultés de prendre soin de soi, prendre soin des autres? Comment est-ce que tu as vécu ça dans ton quotidien sur ce thème de la coopération altruiste? Alors, j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, la possibilité de coopérer pour faire le mal, peut-être pour... bon, ok, j'imagine que ça peut exister. Et après, il y a des moments où, où j'ai l'impression où il y a si attention, c'est qu'il n'y a plus coopération. Souvent dans les équipes dans lesquelles je suis, j'ai travaillé, on a un objectif quand même qui est commun, qui est de prendre soin des personnes en souffrance, on va dire, pour résumer un peu. Et donc, on a cet objectif commun. Et il y a des moments où on ne réussit plus à coopérer. Donc, dans ce cas-là, il n'y a plus coopération. Voilà. Mais il y a forcément une coopération dans cet objectif-là qui est plus ou moins altruiste. Après, ce terme d'altruisme, il est, c'est intéressant de le mettre à côté de la coopération. Après, il y a quelque chose aussi pour moi, ce que je défends aussi beaucoup dans mon travail, c'est aussi le côté désintéressé me pose un peu question. Voilà. Donc, je trouve que ce qui est très important, moi j'aime bien maintenant, je suis formateur. Je suis aussi formateur pour des travailleurs sociaux, pour des soignants en règle générale, des accompagnants. Et j'aime bien dire que c'est important d'y trouver de la joie, d'y trouver du plaisir, et que quand on y trouve de la joie et du plaisir, c'est qu'on est au bon endroit. Voilà. Joie, plaisir, c'est pas tout à fait la même chose, mais on va dire on y trouver de la joie pour rester sur un vocabulaire qu'on aime utiliser. Quand on y trouve de la joie, c'est qu'on est au bon endroit. Donc, et donc, quand il y a joie, c'est quand même une émotion plutôt assez agréable, moi qui est en général agréable. Et du coup, est-ce que c'est vraiment totalement désintéressé? Ouais. En tout cas, je pense il y a quelque chose où ça nous fait du bien. Et ça va aussi un petit peu avec mes valeurs où je pense que euh, aller vers la joie, c'est aussi aller vers de plus de vivre ensemble. Hmm. Merci beaucoup, c'est super intéressant ce que tu dis sur effectivement le côté altruiste. Nous, on en parle énormément dans Karuna. Mathieu a écrit un énorme livre là-dessus. Mm. Et en fait, souvent justement, quand on parle d'intérêt et quand on parle de ces thèmes-là, en fait, de la joie, souvent il dit que la différence, pour lui, c'est qu'une action altruiste, c'est d'abord on fait l'action parce que ça a du sens, et prendre soin, et ensuite, le fait de constater que ça nous amène de la joie, bah, finalement, en fait, c'est un constat. Il Mm. y a une différence entre ça et quelqu'un qui ne ferait l'action que parce que ça lui procure de la joie ou que par intérêt de la joie. Donc pour moi, il y a un peu cette différence-là. Et dans ce que tu dis, dans ce que j'entends, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a d'abord le sens. On fait Oui. les choses parce que ça a du sens. Et puis après, le fait de faire des actions qui ont du sens, ça apporte de la Mm. joie, ça apporte de la satisfaction. Donc je le vois un peu dans ce sens-là. Un peu comme quand, des exemples très simples, si on aide une vieille dame traversée dans la rue, il y avait un impulse, il y avait une envie d'aider. On ne s'est pas dit, tiens, Complètement. faire, ça apporter la joie. C'est d'abord, on le fait, et Mm. ensuite, après, bah, voilà, elle est contente, nous aussi, ça nous a fait du bien. On va dire que c'est le deuxième effet, finalement. Alors que Mm. dans un acte qui serait plus égoïste, j'aurais plutôt tendance à me dire, OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qui va m'apporter du plaisir? Et donc, je vais calculer ça. Je trouve que pour moi, dans une action altruiste, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'impulse, on fait la chose parce que pour nous, c'est normal de la faire, en fait. Il y a une espèce de truc comme ça. Normal dans le sens que ça a du sens pour nous. Ça a du sens pour nous. Mm. On est d'accord. Et c'est vrai que souvent, ce que je dis, c'est c'est aussi quand il y a la joie, ça nous prouve qu'on est au bon endroit. C'est-à-dire qu'en fait, la joie apparaît d'un coup comme ça. Et-
Ouais, complètement. Et puis en même temps, assumer aussi que oui, comme tu l'as dit d'ailleurs, on a le droit, et c'est même important, de ressentir de la satisfaction, de ressentir de la joie. Hmm. C'est pas parce qu'on est dans des métiers où on prend soin, qui sont des métiers difficiles, qu'on n'a pas le droit de ressentir de la joie. Donc il y a vraiment. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, oui. Hmm. La joie de la rencontre avec l'autre. La joie voilà, de se trouver, de se rencontrer. Oui. Mm. Merci. Est-ce que tu verrais des limites à la coopération ou est-ce que tu verrais certains cadres dans lesquels c'est vraiment très compliqué justement de développer cette coopération? Pour moi, je trouve que c'est difficile de développer une vraie coopération quand il y a des relations trop hiérarchiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand chacun euh, ne réussit pas à trouver une place naturelle, qui lui est naturelle, dans laquelle il se sente bien. C'est-à-dire qu'il se sente peut-être imposé à cette place-là. Alors après, je parle aussi par rapport à mon expérience personnelle par rapport à mes besoins et ce que j'aime au niveau personnel. Moi, j'ai besoin aussi de pouvoir trouver le sens qui me va, de pouvoir m'ajuster au mieux dans une équipe et donc de pouvoir trouver la place qui me convient et pour ça, de pouvoir aussi tester et de ne pas avoir l'impression qu'on me donne une place et qu'on m'impose ce que je dois faire. Donc pour ça, j'ai l'impression que pour moi, c'est voilà, que chacun puisse prendre sa responsabilité pleinement au sein d'un groupe. Pour moi, ça, c'est vraiment un vecteur qui permet la coopération. Et c'est marrant parce que tu en parles, parce qu'en fait, comme tu sais, je viens de finir un programme résilience avec une équipe. Et donc, il y avait une équipe avec la directrice adjointe et puis toute l'équipe. Et donc, sur la dernière séance, la directrice s'est posé cette question-là de se dire, non, elle s'est posé cette question-là. Elle nous a plutôt amené le fait qu'elle s'était posé cette question-là, de se dire, est-ce que l'équipe sera à l'aise parler si elle était là ou pas? Et puis finalement, elle a décidé d'être là. Et en fait, ce que l'équipe a amené et ce qu'elle a amené également, c'est qu'en fait, le fait de se retrouver tous autour d'un cercle et qu'il y avait plus de relations hiérarchiques et que ça a permis une parole libre et ça a créé un sentiment d'unité dans l'équipe. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve que ça va un petit peu avec ce que je veux dire que, voilà, on est tous ensemble, on a tous une place ou des rôles qui peuvent être différents, mais voilà, on a tous un peu une égalité de parole. Voilà, chacun peut exprimer sa place, peut exprimer ses compétences, euh, ses avis de façon libre, égalitaire, on va dire. Et c'est ce qui va pouvoir permettre de créer ce sentiment un petit peu aussi de presque de communion ensemble, de créer, de faire équipe, quoi. Ils ont beaucoup parlé de faire équipe. Et ça, je trouve que ça, c'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est un très bon exemple, effectivement, ce côté hiérarchique. C'est vrai que dans les cercles de parole, c'est toujours très intéressant d'avoir des participants qui soient de différents niveaux hiérarchiques pour que tout le monde puisse entendre les vulnérabilités et difficultés les uns des autres. Alors que généralement, il y a une espèce de pudeur. Si on est le supérieur de quelqu'un, on se dit, bah non, je ne vais pas lui parler de mes difficultés. Et en fait, cette pudeur, à un moment, peut desservir le groupe parce que justement, pour coopérer, on a aussi besoin d'avoir conscience des besoins des uns et des autres et donc d'entendre leurs difficultés. Hmm. Donc moi, j'ai vraiment, pour moi, dans la coopération, il y a vraiment quelque chose qui est très vite relié aux besoins, en fait, et à la capacité d'exprimer des besoins les uns avec les autres. Hmm. Là-dessus, pour moi, c'était aussi le deuxième point. C'est quelque chose dont je m'aperçois de plus en plus, que ça soit dans les cercles ou même dans les formations que je propose, des formations professionnelles autour des addictions. Quelque chose sur lequel j'insiste de plus en plus, c'est donc la possibilité de pouvoir exprimer ses émotions. Donc, qui dit exprimer ses émotions, aussi pouvoir se montrer en situation parfois de vulnérabilité et chercher l'authenticité. Et que avec ce travail-là, de pouvoir se montrer plus authentique avec ses émotions et pas juste de vouloir montrer une image du professionnel telle qu'on pense qu'elle doit être ou qu'on pense que notre collègue pense qu'elle doit être. Ça permet vraiment aussi de créer équipe. Et ça, j'ai vraiment pas mal de retours des équipes qui me disent ça, qui me disent qu'ils sont toujours un petit peu au début pas très à l'aise. Donc, avec différents exercices, pas très à l'aise de parler un peu de leurs émotions, de leurs ressentis, de parler d'eux-mêmes, de leur intimité presque. Et en fait, quand ils dépassent ça, il y a vraiment ce retour où voilà, ils se sentent plus proches et donc de plus faire équipe. Et en fait, ils s'aperçoivent que ça n'empêche pas leur travail, moi, ça, au contraire, bien au contraire. Hmm.
Et les diades sont très intéressantes aussi pour ça, le fait de pouvoir parler à deux, un peu plus proche, de façon assez intime. Et puis après, on va pouvoir changer les binômes. Ça va permettre petit à petit de pouvoir s'ouvrir, en prenant soin aussi voilà, d'y aller tranquillement et, euh, et créer un peu cet esprit d'équipe et de coopération. Merci Vincent. Et je trouve ça très intéressant cette idée, parce que parfois dans la coopération, on se dit c'est un ensemble d'individus qui se mettent ensemble pour une même cause. Et là, dans ce que tu dis, on sent bien que c'est pas juste ça. C'est aussi on se met ensemble et on est connectés les uns avec les autres. Émotionnellement, il y a de la confiance, il y a une capacité à se montrer vulnérable. Donc c'est pas simplement à nouveau comme une équipe où on se met ensemble dans un but, c'est on se met ensemble et on a des liens, on nourrit ces liens. Il y a quelque chose qui va un petit peu plus loin que l'idée de la coopération qu'on se fait parfois, de juste travailler ensemble, quoi. Hmm, Et est-ce que tu aurais complètement. des exemples, est-ce que tu aurais envie de partager une expérience marquante où vraiment la coopération a permis justement de résoudre une difficulté, une situation délicate? L'exemple qui m'est venu, c'était tout au début de mon travail d'éducateur, donc c'était il y a une vingtaine d'années. Euh, j'ai donc je suis arrivé comme éducateur dans un centre d'hébergement, qui est un centre d'hébergement un petit peu, comment dire, alternatif ou en tout cas un peu innovant, qui faisait suite aux tentes sur le canal Saint-Martin, là, les enfants de Don Quichotte. Et donc, un ami à moi, une personne que j'avais rencontrée, qui était un ancien SDF, avait un projet de monter un centre d'hébergement, pardon, avec des cabanes sur un terrain. Voilà, pour que ce soit un lieu qui soit à la fois entre le dehors, entre l'intérieur et l'extérieur, pour des personnes qui ont avec des longs parcours de rue, qui puissent aussi s'approprier plus facilement le lieu. Et donc, il y avait la volonté aussi, c'est que ça ne soit pas infantilisant, c'est que qu'il n'y ait pas donc des règles trop strictes. Les personnes aient le droit de pouvoir, par exemple, consommer de l'alcool à l'intérieur, d'avoir des animaux, de pouvoir inviter des amis, etc. Il y a eu pas mal de difficultés dans cette structure et on s'est retrouvé avec un nombre de collègues divisé par deux, donc on s'est retrouvé en demi-équipe, plus de direction et l'association qui nous chapeautait, si on peut dire, elle a bon, elle a eu des gros problèmes aussi, donc on s'est retrouvé un petit peu euh, comme ça, à devoir se débrouiller. Ok. C'est vraiment une période pour moi qui m'a beaucoup marqué, déjà au niveau personnel, parce que pendant ma façon de travailler, moi, ça m'a appris qu'on pouvait aussi travailler de façon sérieuse sans chercher à se mettre à distance des personnes qu'on accompagne, mais qu'on pouvait aussi créer du lien, de l'intimité fort, quelque chose de l'ordre de l'affectif, et qu'on pouvait quand même faire un travail qui était sérieux. Mais surtout, j'ai aimé en fait l'ambiance qui s'est dégagée dans ce village, on appelle le village, quand en fait tous les résidents, avec leur parcours de vie chaotique, avec leurs addictions, avec leurs troubles psy, se sont aperçus qu'un bah, le village dans lequel ils se sentaient bien, qu'ils avaient abrité, chacun avait sa caravane, son mobil-home, il risquait de fermer. Comme chacun a pu s'investir à son propre niveau et pouvoir participer à la vie du village. Et j'ai trouvé ça, moi, ça m'a beaucoup touché parce que c'est vraiment voilà, c'était un lieu où il y avait quand même beaucoup de bagarres, il y avait pas mal de violence, donc il y avait beaucoup d'alcool voilà, c'était un lieu quand même assez animé. Et il y a eu ce moment où, principalement autour d'une fête, on a voulu faire une fête pour les 1 an d'ouverture du village, faire une petite fête et inviter les voisins parce que, bon, forcément, ce genre de structure, quand elles ouvrent, les voisins, bon, ils sont pas toujours ça crée des peurs et des résistances, forcément. Et, euh, et donc, il y a eu cette organisation de cette fête et comment tous les résidents, on appelait les résidents, tous les résidents se sont investis et ont cherché à créer un moment un peu festif, agréable, comme ils ont fait attention de ne pas trop boire, de chacun de s'impliquer à leur façon, voilà, d'oublier un petit peu les querelles. Et voilà, j'ai trouvé ça, pour moi, c'est un beau moment Mm. de coopération euh, un peu foutraque, mais Merci, et merci pour ce témoignage. Et ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, c'est que quand tu le racontes, on sent tout de suite la joie, justement.
que c'est un moment de coopération, qu'il y a de la fête, où il y a de la joie. J'entends aussi dans ce que tu partages une envie de respect, le respect des voisins, d'essayer de trouver un équilibre. Donc, merci pour ce témoignage. Je sais que tu utilises aussi beaucoup la pleine conscience dans les différents accompagnements que tu fais. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce qui a changé pour toi dans l'accompagnement? Et est-ce que c'était une évidence pour toi? Est-ce que ça a été difficile au début? Comment la pleine conscience a apporté quelque chose dans ton travail? Ça n'a pas été une évidence au début du tout de le partager. En tout cas, c'était voilà, pour moi, ça a été d'abord avant tout une démarche personnelle où je me suis initié puis pratiqué la méditation. Très rapidement, j'ai plongé dedans et ça a été ce qui a été vite évident pour moi, c'est que dans mon travail, c'était un un outil, ou plutôt même un pilier de mon travail très important rapidement. Euh, Principalement dans ma relation aux autres, de pouvoir, ça a changé ma relation à moi-même et donc ma relation aux autres. Voilà. Pouvoir entrer plus facilement en relation avec moi-même et donc plus facilement en relation avec les autres. Et aussi faire cet aller-retour entre moi et l'autre. Voilà. Avoir cette habitude de revenir, de sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, euh, et puis de me réancrer, de revenir dans le présent. Donc dans le lien, j'ai trouvé que ça a vite été voilà, un pilier de mon travail. Et puis j'ai cheminé petit à petit, et puis j'ai rencontré des personnes comme toi, ouais, comme la Mindfulness Solidaire, Karuna, et puis où l'idée était on peut partager ses pratiques. Moi, je me suis aussi formé, donc avec cette idée un petit peu aussi de partager ses pratiques. Et maintenant, c'est vraiment devenu évident pour moi, même dans les formations professionnelles où on ne parle pas de pleine conscience, je propose au groupe des moments de méditation. Et je remarque que il y a de l'intimité qui se crée aussi. Le fait de pratiquer ensemble, cette pratique en silence, pourtant peut-être personnelle, où on propose aux personnes de fermer les yeux, de revenir à soi. J'aime beaucoup ce moment. Bon, maintenant, en plus, je prends beaucoup de plaisir à guider des groupes. Moi, je garde un petit peu les yeux ouverts parce que, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, justement, entre ce lien entre moi et le groupe, voilà, dans la relation, qu'est-ce qui se passe en moi pour pouvoir le partager au groupe. Et, euh, et donc, j'aime beaucoup cette ambiance qui se crée. On a des personnes qui bougent, il y a des personnes qui sont vraiment très concentrées, ou des personnes qui sont des tensions, des personnes qui ont vraiment du relâchement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le groupe. Et j'aime surtout, je crois, ce moment où la méditation s'arrête, où les yeux s'ouvrent, et dans ce groupe-là, et où chacun retrouve le groupe. Et il y a quelque chose de l'intimité qui se crée, que je trouve très fort et qui crée vraiment, euh, ouais, qui impulse quelque chose dans le groupe qui va permettre après d'aller plus en profondeur, de libérer la parole, voilà, peut-être d'oser aussi. Donc maintenant, par exemple, je fais aussi de l'analyse de pratique et assez systématiquement, je commence mes séances d'analyse de pratique, même dans certaines équipes, parce que systématiquement, d'analyse de pratique par une méditation, pleine conscience. Bien sûr, j'en propose donc dans les groupes ou dans des programmes plus autour de la pleine conscience, puisque c'est dédié, mais aussi ouais, de plus en plus, je trouve que c'est intéressant de pouvoir le proposer aussi dans des formations professionnelles, dans des accompagnements d'équipe. Et je sais que tu as beaucoup travaillé aussi à Fresnes, à la prison de Oui. Fresnes. Est-ce que tu peux nous partager comment c'était pour toi justement le fait d'apporter des outils de pleine conscience dans une prison, dans un groupe avec des détenus? Comment c'était pour toi? Est-ce qu'il y avait quelque chose à nouveau de confrontant? Est-ce que c'était difficile? Comment tu présentais ça? Hmm. Et ça a peut-être été confrontant, mais en tout cas, le souvenir que j'ai beaucoup de douceur. Je me rappelle de moments très doux, de séances très douces. Euh, on les a vécues ensemble, Franck. Des moments très douces. Justement, avec pas, beaucoup d'intimité dans le groupe. Voilà, des cercles. Il y avait quelque chose de très. On avait un groupe assez hétérogène. euh, Dans les longueurs de peine, parce qu'on a des personnes avec des très longues peines, des personnes avec courtes peines, ouais, des personnes SDF, des personnes plutôt voilà, qui avaient aussi
qui avaient un peu flambé, qui avaient gagné beaucoup d'argent, des gens qui venaient de milieux assez différents. Et il y avait vraiment je crois qu'il y a une forme d'unité qui s'est créée dans le groupe autour de ces pratiques. Euh, et dans ces groupes aussi, il y a l'importance des cercles de parole, de pouvoir aussi être en cercle, partager de façon authentique, euh, de l'intimité, mais encore une fois, euh, la méditation permet aussi, même si elles sont courtes, même si parfois on a l'impression que les gens ils bougent, qu'ils ont du mal un peu avec la pratique, je trouve qu'il y a aussi revenir à l'intériorité, aller peut-être puiser dans son intériorité pour pouvoir l'offrir un peu aux autres, la partager, on va dire, aux autres. Et donc, c'est dans ce double mouvement, je trouve qu'il y a entre méditation et cercle de parole, qui est vraiment très intéressant. Aller un peu puiser dans son intériorité et pouvoir la partager. Et donc là, autour de ce terme de coopération, je trouve que c'est vraiment intéressant ces deux mouvements. Voilà. L'intériorité, partager son intériorité. Merci beaucoup. Et ça me fait penser que dans cette idée de coopération, justement, ce que je trouve très beau dans les cercles de parole, c'est qu'on est tous et toutes à la même distance du centre du cercle. Il y a vraiment cette idée que, en tant qu'instructeur, on participe à un cercle au même niveau, pour le dire comme ça, que les Mm. participants eux-mêmes. Donc, on est dans le cercle. Nous aussi, on partage nos vulnérabilités, nos difficultés. Donc, je trouve que pour moi, c'est marrant parce que j'allais te poser la question, mais je me rends compte en fait que c'est déjà une des clés finalement de la coopération, c'est justement le fait de se dire qu'on est à la même place, qu'on est au même niveau, que Mm. la parole de chacun et chacune aura le même poids. Donc, voilà, pour moi, ça c'est vraiment un exemple de clé. Est-ce que tu aurais d'autres idées de clés très importantes pour cette coopération altruiste? Oui, donc la même distance, le fait de pouvoir, on en a parlé, montrer ses vulnérabilités, créer de l'intimité un petit peu, pouvoir être authentique. Hmm, je sais pas. J'ai eu envie de dire peut-être des objectifs communs ou des valeurs communes, mais ouais, c'est peut-être moins important. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent on pense que c'est le point de départ, d'avoir un Oui. objectif commun, et ça peut l'être, mais effectivement, moi, je te rejoins pas mal là-dessus. Je pense que finalement, il y a un moment où le cercle, cette capacité de se mettre en lien, de vulnérabilité, ça peut se suffire en soi pour avoir envie d'être ensemble, en fait. Hmm, Alors après, tu me diras, par exemple, en prison, il y a quand même un objectif commun, c'est justement de prendre soin de soi et à terme de pouvoir sortir de prison dans les meilleures conditions possibles. Donc, finalement, il y a toujours quand même un objectif commun, même s'il est différent en tant que les instructeurs et en tant que participants. hmm. C'est aussi, pour moi, pour pouvoir coopérer, c'est aussi aller, on le dit dans nos programmes, aller partager ce qui fait notre humanité commune. Et donc, ce qui fait notre humanité commune, c'est pas les objectifs forcément qu'on veut. Et des fois, on arrive tous avec nos objectifs, même avec des valeurs différentes, voire même parfois opposées. Mais qu'est-ce qui fait voilà, qu'est-ce qu'on partage en commun? Quelle est notre humanité commune? Et bon, après, moi, c'est peut-être une croyance, ou en tout cas, c'est une valeur que j'ai, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a cette petite flamme en nous, qu'elle est parfois bien compactée, bien cachée, bien enterrée, mais que, voilà, pouvoir, Hmm. qu'est-ce qui avive la flamme, quoi. Ouais, et coopérer, pour moi, c'est aussi ça, c'est pouvoir retrouver qu'est-ce qui fait du commun, qu'est-ce qui fait ouais, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qu'on, et cette petite humanité commune. Et parfois, on n'est pas forcément sur les objectifs, mais si on va justement pouvoir donner une place à chacun, la même place à chacun, et qu'on va aller creuser un petit peu dans notre intimité, dans notre authenticité, on va trouver une façon d'être ensemble. Hmm. Oui, je pense que dans cette idée d'humanité commune, on revient beaucoup à la question des besoins. C'est quoi les besoins qu'on a en commun? Le besoin d'être respecté, le besoin d'être aimé, le besoin d'être assuré. Et je me souviens effectivement d'un partage d'un détenu qui m'avait beaucoup touché.
où il nous avait dit, en partage de vulnérabilité, il nous avait dit, moi, je considère que je suis un mauvais père de famille, puisque je suis là, puisque je suis en prison. Et donc, je ne peux pas prendre soin de mes enfants. Et en fait, ce partage-là que j'avais trouvé magnifique, il a résonné avec d'autres détenus. Et donc, tout de suite, il y avait une humanité commune. Tout de suite, effectivement, il n'y avait plus les intérêts personnels, en fait, ou un but commun. En fait, c'était juste partager ça, cette vulnérabilité. Automatiquement, ça crée du lien, ça crée de l'empathie. Et il y avait vraiment justement un magnifique sentiment d'humanité commune dans ce partage-là. Ouais. Mais bon, parfois, on a aussi besoin d'aller vers un objectif commun. Mais c'est aussi, je trouve, important de se reposer cette question et se dire, OK, comment d'abord, plutôt que de partir à partir de partir de l'objectif, se dire, OK, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui fait communauté entre nous? Qu'est-ce qu'on peut partager? Mm. Et même si parfois, dans certains groupes, on le voit, ça peut être difficile quand la confiance a été rompue, quand il y a des tensions qui sont trop fortes. Des fois, c'est difficile de refaire, retrouver du commun, quoi. Mais, Oui, ça permet du coup de rebondir sur la question de tout à l'heure. On sent qu'une des clés pour la coopération, c'est la confiance, de se faire hmm, confiance les uns les autres. Et effectivement, si on n'a pas confiance avec quelqu'un, ça va être compliqué de travailler avec lui, ça va être compliqué de... C'est un socle en fait, c'est une base, la confiance. Ouais. Et d'ailleurs, sur cette idée de confiance, je trouve ça toujours très joli aussi de se rendre compte que euh, souvent on attend de faire confiance pour se montrer vulnérable, mais parfois le fait de se montrer vulnérable, ça génère de la confiance. hmm, Typiquement, l'exemple de ce détenu qui avait partagé ça, qui était vraiment un acte de vulnérabilité, parce qu'il parlait de quelque chose de très intime, et en plus il portait un jugement là-dessus, ça a développé une énorme confiance dans le groupe, de se dire, ah ok, hmm, on peut y aller, on peut se dire ça. Et c'était même étonnant de voir que certains d'entre eux, alors que ça faisait des années qu'ils se connaissaient, ils disaient, ah ok, toi aussi t'es père de famille, ah ok, toi... Enfin, de- d'avoir ce genre de découverte dans un cercle, alors que ça faisait peut-être des années qu'ils se connaissaient en fait. hmm. C'est vrai que c'est très beau en prison hein, où les gens, voilà, où les détenus ils sont quand même très carapassonnés, où c'est un milieu assez hostile où chacun ouais, se méfie peut-être de l'autre, où il y a, voilà, il y a pas. Et de voir à un moment que le fait de pouvoir enlever des couches de la carapace crée un groupe, quoi, crée un lien. On a l'impression qu'il y a un lien qui se crée de plus en plus fort entre le groupe et du coup, il peut avoir du soutien. C'est vrai que c'est très beau dans ce milieu-là. Merci, merci pour ces partages. Est-ce que tu aurais une autre anecdote où tu as constaté que la coopération, justement, ça a permis de surmonter une situation difficile? Hmm. Après, c'est des petites anecdotes. C'est dans les équipes qu'on accompagne. euh, Donc j'ai au moins deux exemples comme ça dans les équipes qu'on accompagne avec le programme Résilience, où, des équipes qui font face à des difficultés assez importantes, donc avec des personnes qui sont proches du burn-out, qui sont vraiment en recherche de sens. Le fait de pouvoir en parler, le partager, donc petit à petit, en respectant aussi dans ce programme résilience, parce que la coopération aussi, ça prend du temps, ça se crée, on doit aussi respecter, comme on dit, l'ouverture et la fermeture, que la méfiance peut reprendre le dessus et qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie c'est plus simple d'être tout seul dans son petit cocon, et puis il y a des moments où ça peut se réouvrir. Euh, donc tout ça, ça prend du temps. Et donc voilà, je me rappelle dans un groupe sur Nantes, là, avec des retours très beaux en fin de programme, le fait de dire voilà, pouvoir partager son intimité, pour avoir vu ses collègues pleurer, même, ça avait un peu perturbé au début, qu'il y avait des séances qui avaient été difficiles, mais qu'au bout du compte, ils avaient retrouvé un petit peu l'envie de travailler ensemble et retrouver surtout du sens un petit peu à leur travail par aussi voilà, pouvoir exprimer leurs difficultés avec les autres et s'apercevoir qu'en face d'eux aussi, leurs collègues qui peut-être ne le montrent pas ont aussi des difficultés. Dans des groupes malmenés, quand la confiance n'est pas totalement rompue, mais qu'il y a plutôt, voilà, l'équipe est prise
dans un quotidien qui peut être difficile. Ouais, on en revient vraiment à cette idée que la coopération, ça passe vraiment souvent par cette vulnérabilité et cette capacité à se montrer authentique. Mm. Ça me touche toujours beaucoup de voir à quel point souvent les soignants et travailleurs sociaux, ils ont une sorte de pudeur à parler d'eux, à parler de leurs difficultés. Moi, combien de fois j'ai entendu des accompagnants dire non, mais moi, ça va. Par rapport aux gens que j'accompagne, moi, ça va. Mm. Et ce par rapport à et ce moi, ça va, en fait, c'est un peu la porte ouverte à des vraies difficultés, parfois à des burn-out, parce que c'est ne pas s'autoriser à dire bah, en fait, non, mais ça va pas, en fait. Là, je vais pas bien. Et c'est très touchant de voir ça. Et je te rejoins sur cette idée, oui, pour coopérer, effectivement, c'est très important d'arriver à aller montrer ces émotions-là. Et ça peut être parfois très compliqué entre collègues, effectivement. Il y a vraiment cette idée de pudeur, parfois de jugement, de se dire, mais mince, si je montre ça, peut-être qu'ils vont considérer que je suis un mauvais soignant ou un mauvais accompagnant. Comme si cette beauté, cette émotion était un défaut, en fait. Oui, oui. Et il y a le par rapport à, bien sûr, quand on accompagne des gens en souffrance, il y a toujours ce par rapport à. Et il y a aussi presque une culture d'être solide, quoi, qu'on on montre pas ses émotions, que ça, on serait un mauvais professionnel si on craque. Alors que non, au contraire, c'est vraiment le contraire. Hmm. Et même, je reviens à la coopération, même dans une relation d'accompagnement, une coopération à deux qui se crée. euh, euh, c'est, pour moi, c'est aussi hyper important justement de pouvoir soi-même montrer sa vulnérabilité, de pouvoir y mettre des émotions, de pouvoir être en capacité de dire qu'est-ce qui nous traverse et qu'on peut le traverser, qu'on peut le traverser et le partager avec l'autre, c'est-à-dire aussi le traverser avec l'autre. Et donc, que c'est ce qui va aussi qui va créer la relation de confiance, l'alliance quoi, avec la personne qu'on accompagne et que peut-être même justement de façon assez étonnante, ce discours-là commence un peu à prendre. Euh, mais c'est vrai qu'en équipe, c'est encore difficile de se dire qu'on va plutôt, ça, on va à la fois permettre nous d'aller mieux et que on va plutôt créer du lien dans l'équipe et de la coopération dans l'équipe si chacun peut montrer ses vulnérabilités, peut dire, peut pleurer à côté de son collègue, peut dire que tiens là aujourd'hui ça va pas très bien. Euh, voilà. Merci beaucoup. Et ça me permet d'ailleurs d'ajouter un petit point quand on parle d'intimité, quand on parle d'exprimer des choses difficiles. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le détail. Nous, chez Karuna, par exemple, on commence toutes nos réunions avec juste une météo intérieure de comment je me sens avant cette réunion. Et parfois, on peut dire, bah là, je me sens triste, je me sens fragile, je me sens en colère. Et en fait, c'est juste conscientiser cette émotion et la partager au groupe sans expliquer pourquoi. Si le lundi matin, je commence une réunion et je dis, bah voilà, là, moi, je commence un peu triste parce que j'ai eu un week-end difficile, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, en fait. Et ça, c'est quelque chose parfois que les gens ont du mal à comprendre. Ils se disent que l'intimité, c'est forcément rentrer dans les détails, dans la vie intime, alors que parfois, juste le fait de conscientiser une émotion et de la partager, en fait, ça permet aux autres, avec qui on travaille en coopération, de se mettre au courant de ça, de dire, ah ok, là, Franck, il est en train de vivre une émotion difficile. Et en fait, ce qui est assez naturel, c'est qu'on ne va pas parler de la même manière à quelqu'un dont on sait qu'il est dans une émotion difficile que quelqu'un dont on sait qu'il est dans la joie, en pleine forme. Donc moi, aujourd'hui, ça nous paraît une évidence dans Karuna, parce que ça fait des années que toutes nos réunions, on les commence comme ça. Mais voilà, je trouvais ça important de préciser que quand on parle d'intimité, c'est pas forcément rentrer dans les détails personnels, c'est déjà partager une émotion, partager comment on se sent. Et après, c'est à chaque participant de voir jusqu'où il a envie de partager. Mais déjà, l'information de l'émotion, c'est déjà génial, en fait. Et en plus, même pour soi-même, le fait de le nommer aux autres, de pouvoir le partager, fait qu'en fait, finalement, l'émotion, après, elle va se transformer d'elle-même. Une émotion qui peut être un peu désagréable va pouvoir se transformer d'elle-même. Et d'ailleurs, là-dessus, j'ai une anecdote là, toute récente. Tu sais que donc, dans le programme Résilience, j'ai partagé que la séance 3, elle me plombait un peu, elle me mettait toujours un peu, je me sentais un peu, souvent un peu englué dans cette séance-là, avec une énergie basse. Et donc, je l'ai partagé dans une sorte de... Pourtant, c'était via WhatsApp, quoi, via un média. Donc, je l'ai partagé. Et donc, hier, j'étais en séance 3 et je l'ai vécu avec beaucoup d'énergie. Je l'ai vécu de façon très, très différente. Et je me suis dit que rien, le fait de le nommer,
de le partager à voilà, notre groupe d'instructeurs, et ben, ça a permis aussi de transformer le... Et ça, je trouve ça aussi... Merci pour ce partage. Alors, pour contextualiser, pour celles et ceux qui ne le savent pas, en fait, la séance 3 du programme Résilience, c'est une séance où on parle de ce qu'on a appelé le comportement passif. C'est les moments de la journée où on n'ose pas dire non, on n'ose pas s'exprimer. Et donc, c'est des moments où parfois les gens prennent le pouvoir sur nous, parfois ils nous écrasent. Et donc, c'est vrai que c'est une séance qui peut être un peu confrontante parce que ce n'est pas très agréable de visualiser, de se remémorer ces moments-là. Et on partage d'ailleurs que dans cette séance, pour nous, l'antidote à ça, c'est d'oser s'exprimer, oser dire non, aller vers le courage. Mais effectivement, ça peut être des séances un peu confrontantes, comme tu dis, de se sentir un peu pâteux, un peu englué dans quelque chose de pas très confortable. Merci de contextualiser, oui. Merci beaucoup pour tous ces partages. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour celles et ceux qui vont écouter cette interview? Hmm, un mot de la fin. Peut-être, alors, le message tournerait autour des deux notions qu'on a un peu développées là durant cette petite heure et moi, qui m'ont paru importantes, pardon, c'est que euh, cette, la notion d'engagement, justement, c'est, de, on parle beaucoup de prendre ses responsabilités, donc de s'engager, de prendre ses responsabilités, et dans le sens où notre parole, notre place, occuper toute notre place, notre parole, notre place à son importance, autant que celle des autres. Voilà. Ne pas, euh, peut-être pour dire des choses clairement, ou de façon un peu plus négative, par la négative, ne pas attendre un leader, quelqu'un qui vient nous tirer, nous chercher, et peut-être de s'engager nous pleinement de cette façon-là. Je pense que c'est la coopération se peut avec des individus qui s'engagent pleinement autour d'une cause, par exemple. Euh, et puis, ne pas avoir peur d'être authentique en se respectant, Hmm. en respectant aussi ses limites. Voilà. Être authentique ou pouvoir montrer ses vulnérabilités, ça ne doit pas être une injonction, quoi. Voilà. Respecter aussi ce qui est bon pour nous. On essaye de le dire dans les groupes, respecter ce qui est bon pour nous. Euh, S'engager, ne pas être complaisant, s'engager sans complaisance, mais aussi pouvoir se respecter et sentir aussi ce qui est bon et ce qui est pas bon, et ce qui est là où on doit aussi prendre soin de soi. Et après, c'était aussi autour de la vulnérabilité, de, même de l'intimité et puis c'est une notion, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est aussi de la flamme intérieure. C'est aussi pouvoir aller justement aller connecter à la tendresse, à notre tendresse, quoi, aller se connecter à ça. De pouvoir aussi, voilà, je trouvais de l'intériorité, c'est pouvoir aussi se connecter à notre tendresse et donc à notre envie d'être ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Merci beaucoup, Vincent. Ben, merci à toi, Franck.